Eh bien voilà, nous abordons le dernier virage de ce matin, l'instant causerie. Vous le savez, le Conseil des ministres de ce mercredi 10 juin a pris d'importantes décisions, d'importantes mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie du coronavirus. Plus de 114 milliards de francs CFA seront donc débloqués pour donc atténuer ces effets socio-économiques. Et pour en parler ce matin, nous avons nos invités qui sont déjà sur place. Hospice Yavimi Routon, linguiste journaliste. Bonjour. Bonjour, Théodule Moussa. Bonjour, merci d'être là ce matin. Merci. En face de lui, Eloge Ganaro, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour, monsieur. confrère Théodule, et bonjour à tous. Merci de répondre à notre invitation. Abdelkader Achiro qui va nous rejoindre au cours du débat. Tout de suite, Hospice Yavimi Routon, vous avez suivi le Conseil des ministres d'hier. 114,12 milliards de francs CFA débloqués pour atténuer les effets socio-économiques liés au coronavirus. Qu'est-ce que cela vous fait? Oui, j'ai reçu l'information avec plaisir et ça m'a beaucoup plu. Et ça vient une fois encore confirmer que le gouvernement de la rupture a sa manière de faire du social. C'est vrai que par le passé, on a connu une autre définition du social où on avait habitué le Béninois à des partages de l'argent, de 2 kilos de riz, d'huile, et c'est resté un peu dans les habitudes. Si bien que à l'avènement de cette crise, et surtout avec les mesures que prenaient les gouvernants des pays limitrophes, beaucoup de Béninois se disaient, mais est-ce que le gouvernement de la rupture, Patrice Talon, n'a pas pour nous des mesures sociales? Donc on trouvait aussi que ce gouvernement était antisocial. Mais avec cette décision, j'ai eu comme une confirmation que oui, c'est un gouvernement qui agit après beaucoup d'études, après beaucoup de réflexions. Et que pour ce gouvernement, le social n'est pas forcément aliéner le peuple, c'est-à-dire que tenir le peuple à son ventre. C'est aussi donner une certaine indépendance économique à certains qui pouvaient créer la richesse. Parce que lorsque vous voyez par exemple quand l'une des mesures prises par le gouvernement est celle donc de payer le salaire à hauteur de 70% pour les salariés indépendants et déclarés, reconnus par le gouvernement. Vous voyez que ce gouvernement est en train de rendre un peu plus, d'alléger un peu la tâche à ces entrepreneurs-là, histoire de leur permettre de faire face à certaines difficultés. Vous savez que économiquement, cette crise de Covid-19 n'a épargné aucun pays, et que même dans les pays les plus développés, quand vous prenez le cas de la France, où il y a Renault et Nissan qui annoncent déjà la suppression de beaucoup d'emplois. Voilà, ça voudra dire qu'il y a lieu de s'inquiéter pour des petites entreprises comme celle du pays. Donc cela voudra dire que vraiment le gouvernement de la rupture a sa manière de faire du social, et je suis après analyse, je vois que c'est la meilleure et la plus belle des manières de faire du social. Alors, Eloge Ganaro, journaliste et directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. D'abord, nous allons... Les subventions étaient réparties sur 3 points. D'abord, les entreprises. Il faut le dire, un soutien de montant de 63,38 milliards de francs CFA au profit des entreprises. C'est énorme, avec beaucoup de facilité. Cette dotation est destinée à la prise en charge, donc, selon le cas de 70% du salaire brut des employés déclaré sur une période de 3 mois. Le TVA qui est remboursement de crédit de TVA à l'exonération du paiement de la taxe sur véhicule à moteur pour ceux qui ne l'ont pas encore payé au titre de l'année 2020 ou à se reconvertir, ou une reconversion en crédit d'impôt au titre de l'année 2020 pour ceux qui l'ont déjà payé. Plus de 63,38 milliards de francs CFA aux entreprises. Eloge Ganaro, un offre de soulagement.
Surtout tout à fait. quand il y a eu, pendant longtemps, Hospice l'a dit tout à l'heure, on a crié, c'est fort, serrer les ceintures, c'est fort, mais voilà, enfin, du social, du pur social. Voilà, c'est du pur social. C'est du pur social de la part d'un gouvernement, n'est-ce pas, qui a pris du temps pour observer, qui a pris du temps pour observer, qui a pris du temps pour discuter avec les différents acteurs, pour s'imprégner, n'est-ce pas, de la mesure de la situation, afin de prendre des décisions objectives. Parce qu'au départ, face à cette pandémie-là, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup d'appels, beaucoup de plaintes, et certains, parce que d'autres pays africains, tout de suite, ont sauté sur l'occasion pour distribuer des centaines de millions, des centaines de milliards à leur population. Certains ont dit, mais pourquoi pas ici au Bénin? Voyez-vous, on ne peut pas, un gouvernement sérieux ne peut pas, c'est vrai, face à la gravité d'une telle maladie, se lever et puis distribuer de l'argent dans la rue et puis dans les maisons à l'emporte-pièce. D'accord? C'est les biens de l'État, c'est les ressources de l'État. Et il faut le faire, n'est-ce pas, méthodiquement, en toute responsabilité, pour que demain, à l'heure du bilan, on puisse en répondre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, le président Patrice Talon, avec son gouvernement, comme on le sait souvent, dans une démarche participative, sont arrivés à se dire qu'il faut un soutien à travers un programme au secteur productif. Et vous avez vu, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des entreprises. Près de 63,38 milliards. Mais pourquoi ce montant-là? Pourquoi les entreprises? Pourquoi les artisans? Pourquoi les acteurs des petits métiers, qui existent dans les petits métiers? Voyez-vous, ce n'est pas en une journée. Ça veut dire que le gouvernement a pris le temps d'observer et à analyser la situation pour voir, n'est-ce pas, quelle cagnotte il faut réserver, il faut attribuer à tel secteur, à tels acteurs de tel secteur, ainsi de suite. Donc c'est une démarche méthodique et participative. Et dans ce cas-là, voyez-vous, personne n'a été oublié, personne n'a été exclu. On a pris même en compte les pauvres et ceux qu'on considère comme les citoyens extrêmement pauvres, les ménages extrêmement pauvres. Voyez-vous, il y a 4,98 milliards, environ 5 milliards, n'est-ce pas, qui sont destinés, n'est-ce pas, aux artisans et ceux qui exercent dans le secteur des petits métiers. Les coiffeurs, les couturières, les menuisiers, les soudeurs. Donc c'est pour vous dire que... cas par cas. Voilà, c'est pour vous dire que, comme l'a souligné tout à l'heure mon vis-à-vis, ce n'est plus le social comme le voit dans la forme de certains gouvernements. Ce que certains considèrent à raison comme du populisme. N'est-ce pas? On est dans une démarche, on est dans une campagne permanente. Or, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le plus important. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, mener des actions qui touchent, n'est-ce pas, les populations qui les touchent au quotidien, qui puissent impacter leur vie au quotidien. Et je crois que c'est ce que le gouvernement Taron vient de faire. C'est un geste utile et ça va contribuer à atténuer les effets négatifs, les difficultés économiques auxquelles les populations, les artisans, les entreprises, tous ceux-là, toutes ces catégories-là ont été confrontés pendant cette période que nous traversons, une période très difficile. Merci Loge Ganaro. Il faut signaler que Abdelkader Achirou, journaliste à ETV, nous a rejoint. Abdelkader, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères, amis téléspectateurs, bonjour. Merci d'être là. Alors, vous avez eu l'information, 114,12 milliards de francs CFA destinés donc à atténuer les effets socio-économiques du coronavirus. Sinon, les entreprises, oui, sont prises en compte. Si nous partons, nous prenons l'exemple des hôtels, des agences de voyage, et certaines sociétés, certaines entreprises, elles sont donc les plus touchées par cette pandémie. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes de licenciement un peu partout dans ces entreprises aujourd'hui. Un ouf de soulagement. Un grand ouf de soulagement, j'allais dire même ça va au-delà de ce que les attentes espéraient, parce que le régime a pris le temps de faire un diagnostic beaucoup plus efficient de la situation afin de pouvoir apporter quand même les mesures conséquentes. Et donc nous pouvons observer que hier en conseil des ministres de cette semaine, une avalanche de mesures ont été prises purement à caractère social pour permettre aux populations d'être beaucoup plus soulagées avec ces effets qu'ont amené cette pandémie du coronavirus qui
avouons-le et précisons-le, d'Antame qu'elle a mis aux arrêts le monde entier. Plus aucun avion ne pouvait passer dans l'air, on ne constatait plus aucun transport en commun effectuer des voyages. On sait très bien qu'il y en a par exemple des Béninois, quand je prends le cas du Bénin, qui font pour la plupart du temps la navette entre Cotonou et Parakou, entre plus de 3 fois même dans une semaine. D'autres font Cotonou, peut-être Dassa, plus de 5 fois dans une semaine. Et donc, toutes ces activités-là se sont retrouvées paralysées. Même les transports de marchandises qui étaient autorisés, les marchandises allaient à destination, mais il n'y avait personne pour venir au marché pour pouvoir écouler ces produits. Et donc, des produits ont péri. Et donc, face à tout ce état de choses, il ne fallait pas agir dans les émotions. Il ne fallait pas être dans de l'agitation stérile. Il fallait quand même être posé, mesurer l'ampleur des dégâts qu'ont causé cette pandémie de la COVID-19, du coronavirus, et donc prendre des mesures conséquentes. Et donc, c'est ce qui a été en quelque sorte la démarche du gouvernement. Donc nous ne pouvons que saluer cette démarche qui vient quand même prouver aux uns aux autres que le régime actuel n'est pas dans l'amateurisme, mais beaucoup plus dans une démarche, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, beaucoup plus méthodique. Et cela est à saluer. C'est vrai que dans certains pays, on a entendu des montants faramineux, qu'on a distribué tel nombre, telle centaine de milliards aux populations, et on s'est posé la question de savoir est-ce que véritablement ces montants étaient destinés aux populations, ou bien à ce niveau, il y avait eu quand même une occasion, une aubaine pour certains dirigeants de profiter pour quand même siphonner ou mettre un peu les sous d'État dans la caisse. Mais aujourd'hui, on a une vision claire, complètement à d'autres pays où on dit tel montant pour alléger les mesures, on va distribuer tant, oui, mais il n'y avait pas véritablement de précision sur comment l'argent était réparti. Alors que dans le cas d'espèce ici, nous avons des précisions et comment cela sera réparti. Il est même indiqué dans le compte rendu du Conseil des ministres pour ce qui est de chaque secteur, comment les acteurs pourront bénéficier de ce qui leur est destiné. Donc, je crois si nous prenons l'exemple des hôtels et agences de voyage, Abdelkader Achirou. Vous avez parlé d'hôtels. Vous avez parlé d'hôtels. Je crois que vous et moi, nous ne sommes pas fréquents dans les hôtels. Nous ne sommes pas fréquents dans les hôtels. Il n'y a que ceux qui reviennent de voyage, ceux qui sont en train... les touristes et les touristes, et même ceux qui voyagent, parce que il y a des personnes qui sont des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, qui quittent généralement le septentrion, qui viennent à Cotonou, et donc ils sont hébergés dans les hôtels, et vice versa aussi, ceux qui quittent Cotonou pour Parakou, Djougou ou ailleurs. Et donc ces hôtels-là n'ont pas connu de clientèle durant tout le temps de la pandémie du coronavirus. D'autres ont carrément fermé parce que faut pas transformer ces lieux en vecteurs de propagation de la pandémie. Et donc il n'y a pas eu d'activité. Pendant ce temps, d'autres ont payé des salaires, d'autres ont été obligés de licencier des personnes parce que se voyant plus dans l'incapacité de subvenir aux besoins, parce que tout était aux arrêts. Je dis bien, tout était aux arrêts. Même les transports, rien n'allait. Et donc il fallait quand même, comme on l'a constaté tout à l'heure, mettre des dispositions en place pour permettre à ces structures, promoteurs de structures qui ont puisé dans les fonds qui n'étaient pas destinés à être puisés, qui ont puisé dans les économies, d'autres même sont allés même engager même des prêts qui ne sont pas sûrs de payer, de rembourser pour pouvoir subvenir à certains besoins. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des promoteurs d'hôtels qui ont construit leur entreprise sur la base de prêts. Sur la base de prêts. Et donc, il fallait quand même rembourser des prêts. Il faut noter quelque chose qui est très important, qu'on a mis à la disposition des uns des autres la possibilité d'effectuer des prêts au niveau des banques. Je crois que ça, c'est très important. Pour ceux qui ont connu des faillites, pour ceux qui ont connu des situations beaucoup plus fâcheuses, qui ne sont pas véritablement assimilables à celles du grand nombre, il faut quand même leur permettre quand même d'effectuer une relance. Et donc, je crois que tout cela a été pensé. Et je crois même que si tout va bien dans la journée d'aujourd'hui, nous aurons 3 ministres du gouvernement qui vont effectuer une sortie pour venir encore éclairer davantage l'opinion sur comment cela va se passer pour que cela soit clair pour les uns et les autres. Je crois qu'il n'y a pas véritablement de besoin de s'inquiéter de la chose. On ne peut que la saluer comme je l'ai dit tantôt et observer davantage et veiller, puisque c'est notre rôle de journaliste, de veiller à ce que les choses se passent convenablement comme l'a édicté le gouvernement, parce que le gouvernement pense prendre des décisions, mais il y a des agents qui sont en charge de l'exécution de ces décisions-là. Très bien. En Suisse, Yevimi Ronton, quand on prend le cas des hôtels et agences de voyage, 70% du salaire brut des employés déclaré sur une période de 3 mois. En tout cas, cette subvention intervient, ça sera prise en compte.
c'est quand même un ouf de soulagement parce que nous avons remarqué que certaines entreprises, comme l'a dit Kader, certains hôtels, certaines agences de voyage ont dû mis les leurs, en tout cas les employés, en chômage technique. Certains ont fermé carrément. Aujourd'hui, c'est ce qui vient de leur arriver. Comment est-ce que vous envisagez, vous les voyez organiser cette reprise? C'est pour certains. Oui, je pense que ce serait rien d'extraordinaire, seulement que il y aura un ouf de soulagement pour ces entreprises-là, ces chefs-là qui c'était dans un dilemme, j'allais dire, s'il faut continuer ou bien fermer. N'oubliez pas aussi qu'en cas parlant des hôtels, il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés par le gouvernement pour héberger les voyageurs, mettre les gens en quarantaine, et que ces hôtels l'ont fait vraiment avec le cœur, avec un cœur de patriote, donc n'ont pas forcément exigé quelque chose du gouvernement. Donc c'est le moment un peu de leur renvoyer un peu l'ascenseur, de leur retrouver quelque chose pour pouvoir atténuer un peu les effets des dépenses qu'ils auraient. Donc je trouve que voilà, c'est une bonne chose pour ces entreprises-là, pour ces hôtels-là. Et vous savez que avec, comme l'a dit Kader, avec cette crise, il n'y avait plus de touristes au Bénin, il n'y avait plus de visiteurs, il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de mouvements. Donc ces entreprises ont chômé pendant 3 mois. D'où donc le délai défini par le gouvernement pour payer ces salaires-là à ces employés. Donc 3 mois, c'est le temps, si nous comptons de janvier jusqu'à, ou bien de mars, parce que c'est en mars que le Bénin a pris des mesures un peu plus corsées pour pouvoir limiter la pandémie. Donc de mars à juin, je pense que 3 mois, c'est le délai maximum pour que le gouvernement a pour la privation de ces entreprises-là. Très bien. 3 mois de loyers qui seront aussi payés, Gandaro et Loge. Est-ce que vous pensez, ou quel type d'organisation ces entreprises pourront désormais mettre en place? Parce qu'il y en a qui sont mis au chômage technique. Est-ce qu'ils seront remis au travail, s'ils vont revenir? Quelle organisation ces entreprises, au regard de ce soutien que le gouvernement vient de leur apporter, et quelle organisation pourrait-il mettre en place? Oui, nous avons dit que c'est pour atténuer les effets de cette pandémie-là, au plan économique, au plan social. Vous voyez, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Donc c'est une surprise agréable. Parce que tout ce que nous avons entendu là, personne ne pouvait penser que le gouvernement faisait un travail souterrain. Parce que beaucoup de choses ont été dites. D'accord? Tout à l'heure, Kader l'a rappelé, pour dire que, bon, ailleurs, c'est des centaines de milliards qui ont été distribués. Mais sur quelle base, on ne sait pas. Mais ici, le silence du gouvernement a fait croire qu'il n'est pas sensible à la situation. On veut que le Bénin imite les autres pays, ou que le Bénin emboîte le pas aux autres pays. Mais non, nous avons dit que voilà un gouvernement et son chef qui travaillent méthodiquement. La méthode talon, qui est toujours la démarche participative. Il ne s'agit pas d'aller dans la précipitation, de faire des annonces, n'est-ce pas, des promesses, et auxquelles on ne peut pas vraiment tenir. Il ne s'agit pas de faire des déclarations de bonne foi, des vœux pieux, et de ne pas être en mesure de les honorer. Très bien. Donc je dis que pour ces entreprises-là, pour la plupart, les hôtels, autres là, il ne peut pas dire qu'ils s'attendaient à cette réaction du gouvernement. Et ça fait combien de temps? C'est une prompte réaction. Très bien. Et ça a été réfléchi. Puisqu'il y a eu des discussions, il y a eu des rencontres avec les différents acteurs. Même les hôtels dont vous parlez, qui ont été en difficulté, qui ont licencié des gens. Mais ils ont eu des rencontres avec le gouvernement. Les dirigeants bidons ont discuté avec eux pour voir, n'est-ce pas, la mesure, leurs problèmes, les difficultés, à quelle hauteur, l'ampleur de la situation, pour savoir quelle réponse il faut leur apporter concrètement pour qu'ils soient soulagés. C'est ce qui a été fait. Donc moi je pense qu'avec ça maintenant, un tiers vaut mieux que deux tu ne l'auras pas. Ceux qui ont licencié, certains agents peuvent être rappelés
dans la mesure de ce C'est qu'ils ont reçu. c'est bien possible. C'est bien possible. Certains seront rappelés. D'accord? C'est vrai que ça ne pourra pas régler de manière définitive tous les problèmes. Et le gouvernement ne peut pas être là pour dire qu'à 100%, intégralement, tous les problèmes seront résolus. Non. Mais c'est un coup de pouce qui aura un effet positif. Dans la mesure lorsque vous ne vous attendez plus à rien et vous pensez que voilà un gouvernement qui ne pense pas à votre situation et qui n'a pas pris ses responsabilités à bras le corps, et subitement, parce que c'est en mars, nous sommes maintenant en juin, ce gouvernement vous surprend agréablement en vous apportant, n'est-ce pas, ce coup de pouce-là. Ça doit servir à quelque chose. Certains agents seront rappelés, ça va les aider à payer les frais d'électricité parce que ça a été dit. Bien sûr. Subvention. Des subventions, Oui. n'est-ce pas, aux frais d'électricité, de l'eau, hein, pendant 3 mois. Donc, qui va penser à ça? Les loyers commerciaux, vous savez qu'il y a des entreprises, les loyers coûtent excessivement cher. Donc, ça doit leur être utile. Et quand c'est comme ça, certainement, ceux qu'ils ont licenciés, involontairement, indépendamment de leur volonté, je crois que ça aura des effets jusqu'à ce niveau-là. Certains seront rappelés, ça va leur permettre de juguler la situation. Et donc ce social touche ça va avoir des effets d'atténuation. Voilà, et ça touche à donc c'est du pur social. Oui. Et non du social annoncé, comment dirais-je, à grand coup comment dire, au tambour battant, pour dire que voilà, nous sommes là parce qu'on a des visées électoralistes. Ce ne serait pas ça. Très bien. Ça là, c'est du concret, c'est de l'objectif et ça doit impacter, n'est-ce pas, la vie des populations jusqu'au ménage. Très bien. Puisque les ménages actuellement, ménages pauvres, ménages extrêmement pauvres, ils sont en train de faire des recensements. Oui. Et lorsque tous ceux-là seront identifiés, ils auront aussi leur part. Leur part du gâteau, puisque actuellement, avec la lutte que le gouvernement est en train de mener, je crois que nous avons beaucoup d'espoir que d'ici à là, nous finirons avec le coronavirus. Très le gouvernement a fait l'option d'un confinement partiel, oui, c'est le souhait de tout le monde, général comme ailleurs. C'est le souhait du gouvernement, de tous les Béninois et de tout le monde. Abdelkader, tout à l'heure on l'a dit, les pauvres, extrêmes pauvres auront leur part et puis la population, tout le monde sera touché puisque les factures d'électricité et d'eau seront prises en compte pour 3 mois. C'est important. Tout à fait, il y aura une véritable subvention à cet effet. Comme l'a dit mon prédécesseur, j'aimerais poursuivre dans sa dynamique linguistique pour dire quand même que nous avons en face de nous un régime qui pose des actions concrètes et qu'il n'est pas dans des commentaires ou je dis des actions propagandistes qui sont véritablement dans une lancée de vouloir appâter les électeurs. Nous devons faire attention à une chose, et ça je le dis beaucoup plus à nos amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Il ne sert à rien constamment de comparer notre État, notre République à une autre République. Vous savez, les pays sont comme des malades et les présidents de la République sont comme des docteurs, et donc chaque docteur administre à son malade la thérapie la thérapie selon la maladie dont il souffre et la psychologie ou la psychologie de ce malade là. Alors le président de la République, connaissant les Béninois, étant Béninois lui-même, ayant vécu pour la plupart du temps au Bénin, ayant pratiqué la plupart des Béninois, connaissant comment ça fonctionne, il a voulu prendre le temps pour observer, voir où est-ce qu'on peut effectuer des mesures sociales. Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi quelque chose. Il y a des mesures qu'on opère, mais qui n'ont pas véritablement d'effet. Qui n'ont pas d'effet véritablement sur les populations, ne sentent pas véritablement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous voyez un peu. Alors, dans le cas des CEPS actuels, je reste convaincu que tout ce qui est mis en œuvre, tout ce qui est annoncé, et qui sera mis en œuvre dans les jours à venir, va permettre véritablement aux populations d'être véritablement soulagées, et même d'ici quelques mois, d'oublier totalement qu'il y a eu une pandémie qui a secoué le monde, qui s'appelle coronavirus, même si l'histoire retiendra cela à jamais, ce sera gravé. C'est pour dire que nous ne pouvons que, comme je le disais tout à l'heure, encourager cela et attendre l'effectivité de cela, suivre de près pour que, parce que c'est une avalanche de réformes, de mesures là. Nous avons au niveau des hôtels, comme vous l'avez dit, subvention de l'eau et de l'électricité. Nous avons des microcrédits qui seront accordés aux gens sur une durée de 3 ans. Nous avons également
des entreprises qui seront prises en compte dans ce projet, beaucoup les artisans également, ça fait beaucoup de choses à faire. Et donc, il faut être très attentif par rapport à ça, nous, en tant que professionnels des médias, y voir de près, suivre de près, pour que ce qui est promis, en tout cas, il y a une chose, je fais confiance, je sais que les choses ont changé de méthode depuis sous ce régime. Si un directeur s'amuse quand même à ne pas faire les choses en toute équité, lui-même il sait ce qu'il attendra, ce qu'il attend, parce que nous espérons que les choses, et ça c'est le vœu même latent même du chef de l'État, nous espérons que les choses se fassent en toute équité, dans l'égalité, pour qu'il n'y ait pas de conditions quand même visant à discréditer certains au profit de l'autre, ou bien à privilégier d'autres au profit de certains. Donc j'espère que tout se passera convenablement, et que quand chacun gagne ce qu'il mérite, et que les populations puissent reconnaître qu'elles ont eu un gouvernement qui a été soucieux de leur ressenti face à cette pandémie du coronavirus qui, avouons-le, a mis aux arrêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde. Il reste encore véritablement une ligne dans la tête des uns et des autres, et vous avez vu que ça a bouleversé totalement les habitudes. On ne se salue plus, on ne se serre plus la main, on est tous dans la ville avec des masques de protection à tel enseigne qu'on ne se reconnaît même plus quand on se revoit dans la circulation, même dans les couloirs à des moments donnés. C'est la pandémie du coronavirus qui a amené cela, et nous avons vu qu'à un moment donné il y a eu un véritable problème sur notre même vivre ensemble. Mais aujourd'hui nous allons progressivement à une déconfinement partiel, nous sommes heureux de cela, les activités reprennent un peu, donc il est véritablement le moment opportun pour qu'on envoie ces sous, parce que n'oubliez pas que quelqu'un qui était à la maison et qu'on lui avait remis ces sous là, il pourrait les utiliser par bon escient. Mais aujourd'hui, quand les activités reprennent progressivement et qu'il obtient ces sous là, il pourra les éjecter directement dans ses activités pour booster davantage son activité économique. C'est le plus important. Très bien, merci Abdelkader Assirou. Hospice Yavimi, en amont, il y avait eu, en ce qui concerne les artisans bien sûr, il y avait eu un recensement qui avait été organisé par le ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Les artisans ont été enregistrés, et donc aujourd'hui, ils bénéficient aussi de cet appui désormais. Les coiffeuses, les petits ceux du petit métier, coiffeuses, tailleurs, soudeurs, etc., ils sont pris en compte, seront appuyés désormais parce qu'ils ont reçu aussi un coup. Oui, je pense que c'est cette action, ce recensement qui a permis au gouvernement de définir un peu la cagnotte réservée aux artisans. Donc déjà, dans la tête des gouvernants, ils ont déjà un plan de combien peut revenir à chaque artisan. Parce que sans recensement, sans cette mise au point, on ne pourra rien. On ne pourra pas injecter des milliards dans un domaine sans connaître réellement qui sont les bénéficiaires réels et combien quelle est la taille de la structure de chaque artisan, comment est-ce qu'il vit, quel est son quotidien avant de le remettre. Donc, c'est vrai que tous les artisans n'auront pas, ces fonds ne seront pas distribués à part égale peut-être, parce que votre métier, votre mode de fonctionnement varie par rapport à votre partenaire, à votre collègue. Donc, vous savez, il y aura forcément une base de données déjà défini et qui va permettre au gouvernement de savoir à qui adresser tel montant, à qui adresser autre subvention. Et aussi, il faut dire que ces artisans sont déjà organisés. Il y a des organisations, des artisans qui ont fait le travail. Donc, je crois que la confédération, même, ils sont retrouvés. Ce qui a été pour nous un silence du gouvernement ne l'a pas été forcément. Ça a été vraiment un temps pour le gouvernement de bien mûrir sa méthode et aujourd'hui de l'appliquer. Donc, sans en faire un slogan, le gouvernement est en train de faire de la prospérité partagée. Ce qu'on nous a chanté il y a des décennies, mais qu'on n'a jamais reçu de façon concrète. D'accord, donc 55 000 artisans recensés à la date d'aujourd'hui. C'est le chiffre que le Conseil des ministres nous a communiqué, avec 4,98 milliards de francs CFA. Même les petits vendeurs sont pris en compte. Dans tout ce qui est dit. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce que le gouvernement a posé comme acte. Parce que le gouvernement ne s'est pas seulement figé sur une classe de bourgeois. Donc, il est allé jusqu'à dans les foyers, dans les familles, dans le quotidien du Béninois même pour agir. Donc l'impact de cela sera vraiment remarqué. Parce que c'est quoi?
il ne s'agirait à rien pour le gouvernement de distribuer des kilos de riz, c'est-à-dire 2 kilos de riz plus 1 litre d'huile. Et puis vous allez bouffer en 2 semaines, c'est fini, ou bien en 1 semaine, c'est fini. Parce que vous savez que là, il y a des foyers qui ont des 5 à 10 enfants. Donc, dans 2 semaines, c'est fini déjà. Et vous revenez à votre quotidien, vous revenez à vos misères quotidiennes. Alors que lorsqu'on agit sur votre économie, votre activité génératrice de revenus, c'est qu'on agit sur votre prospérité, on agit pour l'avenir. C'est ce qui est de bon, de mieux dans ce que le gouvernement a posé comme acte. Donc, le gouvernement est en train de rendre un peu plus fort cette structure-là, rendre un peu plus à l'aise ces structures-là, pour pouvoir leur permettre d'être toujours fonctionnels, d'être toujours capables d'assurer, de créer d'économie, voilà. La création de l'économie. C'est pas dans un État, ça ne revient pas forcément l'économie peut-être à petite échelle. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Voilà, parce que cette économie-là qui permet à un père de famille de chaque jour payer la papote, par exemple, de payer le petit déjeuner, la pitance de ses enfants. Voilà, sans trop attendre du gouvernement. Vous voyez, c'est déjà une économie déjà basique et qui permet aux citoyens lambda d'être à l'aise et de dire oui, je vis dans un État et qui se soucie de mon quotidien. Vous voyez, donc c'est cela même ce que le gouvernement a posé comme acte, le symbolique de son acte. C'est ce que moi je... Voilà, Eloge Gadaro, quand on parle de les petits vendeurs, voilà, c'est le communiqué, c'est ce qu'on a lu, les petits vendeurs. Et pour vous, qui sont ceux qui peuvent être appelés les petits vendeurs, qui doivent bénéficier des 4,98 milliards de francs CFA? Oui, petits vendeurs, vous savez, pour la plupart, ils ne sont pas dans le secteur formel. D'accord? Oui. Ce n'est pas des commerçants, ce n'est pas comment dirais-je, des chefs d'entreprise déclarés, qui ont de grandes entreprises déclarées, connues par l'État. C'est pas ça. Mais c'est des gens qui exercent de petits métiers qui leur permettent de vivre au quotidien. N'est-ce pas? On les retrouve dans les rues, on les retrouve dans les marchés, on les retrouve dans d'autres lieux où ils exercent les activités. Ça leur permet. Dans des boutiques installées dans les maisons. Dans les coins de rue, un peu partout. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que tous ceux-là, qu'ils soient connus ou non, qu'ils soient béninois ou non, vont se lever, ils iront prendre, n'est-ce pas, 2 millions, 10 millions, 20 millions. Non. C'est pourquoi je dis que le travail est méthodique. D'accord? Il y a une plateforme digitale qui avait été installée à cet effet-là. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de communiqués. C'est passé au niveau des radios, des chaînes de télévision, dans les journaux, pour demander aux gens d'aller s'inscrire, d'aller se faire enregistrer. Et actuellement, dans la même décision du gouvernement, n'est-ce pas, pour atténuer ces effets-là, nous avons entendu dire qu'il y a les ménages pauvres et les ménages extrêmement pauvres. Qui sont l'enregistrement qui continue d'être enregistré. Bien sûr. Pour leur identification. Voyez-vous là. Donc ça va prendre en compte, parce qu'on parle des ménages, ça va prendre en compte ces petits vendeurs dont on parle. Ça veut dire que personne ne sera de trop. Mais ce ne serait pas comme ailleurs où les milliards ont été distribués à volo. Parce qu'un pays sérieux, un gouvernement sérieux ne peut pas agir comme ça. C'est l'argent du contribuable, c'est les ressources de l'État. Donc, pour exploiter cela, pour les utiliser, il faut les utiliser méthodiquement, judicieusement. Pour en rendre compte demain. Il n'y aura pas, n'est-ce pas, de bien de l'État géré sans pouvoir rendre compte. Lorsque le président Talon prend du temps pour réfléchir, il sait qu'à l'heure du bilan, il peut justifier tout cela. Voyez-vous, ailleurs, par exemple, au début de cette crise-là, au Burkina Faso, ou dans je ne sais pas quel pays, il y avait une décision qui a été prise par le gouvernement pour dire que la gratuité des frais d'électricité, déclarés gratuits, les frais d'électricité, là, les citoyens sont dispensés de payer les frais d'électricité pendant cette période-là. Ah, attention! Quand c'est comme ça, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser des appareils qui consomment énormément du courant vont les utiliser. Ça va être une utilisation anarchique. Ça va créer beaucoup de problèmes pour l'État par la suite. Je crois que ce gouvernement est revenu quelques semaines après sur sa décision pour dire attention, ce n'est pas comme ça. Vous devez les utiliser, mais nous allons tenir compte du montant de vos factures que vous avez l'habitude de consommer, vous avez l'habitude de payer en temps normal. Et nous allons tenir compte de tout ça. Ça va ramener certains à l'ordre pour leur dire attention, ce n'est pas une occasion pour que vous puissiez gaspiller les biens de l'État. Donc ici, certains ont dit
mais pourquoi ici on ne peut pas faire comme là-bas et déclarer les frais d'électricité, le paiement gratuit. Je crois que le gouvernement a commencé d'abord par dire la suspension. Puisque même avant la prise de cette décision, du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement, à travers un Conseil des ministres, avait décidé de demander à la SBE et à la SONEB, en tout cas, de ne pas mettre la pression sur les clients pour le paiement. Voilà une mesure objective, par exemple. Il y avait déjà ça. En temps normal, il y a des coupures. Il y avait des coupures paiement de frais d'électricité. Mais le gouvernement a dit non, pendant toute cette période-là, compte tenu des problèmes que vivent les ménages, des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées là, il n'y aura plus de coupure pour non-paiement de frais de factures d'électricité pendant cette période. Oui. Voilà une mesure objective. Mais on ne pouvait pas s'attendre à ce que, quelques mois après, le gouvernement, après avoir réfléchi, discuté, et fait l'état des lieux, le diagnostic, vient dire, pendant 3 mois maintenant, voilà, on vous dispense de tel paiement, de telle facture, tout ça. Voilà des mesures objectives. Très bien. Réfléchi. Voilà un gouvernement qui, après une prise de conscience, est en train de jouer son rôle. La responsabilité, n'est-ce pas? Le dynamisme et l'efficacité dans les actions. C'est ce que nous avons observé de la part de ce gouvernement-là, qui n'a pas distribué des centaines de milliards comme ailleurs. Très bien. Kadé Achirou, c'est vrai, beaucoup s'interrogent sur l'organisation, c'est-à-dire la procédure adoptée dans la technique à mettre en place pour la distribution de ces retombées au sein de la population. C'est vrai, certainement que aujourd'hui les centres sociaux seront fortement mis à contribution dans l'organisation de ceci. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de s'interroger là, de se poser des questions là par rapport à ça? Je crois que quand on sait le régime qui est installé depuis avril 2016, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce sujet. Les indélicats savent où ils auront leur place s'ils commettent des erreurs. Alors, pour ce qui est de la gouvernance, et je vais prendre un brin dans l'intervention de mon prédécesseur pour dire quand même que il faut que les gens savent que gouverner, c'est prévoir. Et donc, lorsqu'on votait le budget de l'État exercice 2020, on n'avait pas prévu qu'il y aurait une pandémie de la Covid-19, du coronavirus, afin qu'on puisse prévoir déjà dans le budget là des moyens, des ressources pour y paraît le plus utilement possible. Et donc, on observe quoi aujourd'hui? C'est que le gouvernement a pris le temps d'observer. Vous avez vu par le passé, il y avait des régimes, je ne veux pas stigmatiser, mais où le chef de l'État vient à tel endroit et dit lundi prochain, vous débloquez tel sou, alors que ça fait 3 mois après, avant qu'on débloque les sous, parce que on ne débloque pas comme ça au hasard. On n'agit pas de façon sur la base des humeurs quand il s'agit des ressources publiques. Donc, pour revenir à votre question, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le ministère des Affaires sociales sera beaucoup plus sollicité, va beaucoup plus rentrer en jeu pour ce cas précis. Les services, les centres sociaux, comme vous l'avez dit également, seront beaucoup plus sollicités. Les directeurs départementaux aussi seront beaucoup plus mis à contribution pour que cela aille véritablement dans le tréfonds du Bénin, pour que même dans les lieux les plus reculés du Bénin, et les populations puissent être impactées de ces mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement. Très bien. Ensuite, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, les centres sociaux seront mis à contribution, tout le monde, et puis les mesures barrières seront en même temps rappelées au cours de ces différentes, je dirais, cérémonies de distribution et tout, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire en la matière, parce que vous savez bien que en matière de rigueur, ce gouvernement serait bien noté. Et depuis son avènement, on sent que ce gouvernement sur une trilogie, c'est-à-dire le bon, le bien et la rigueur qui accompagne tout ça. Donc je pense que cette trilogie sera mise à contribution pour permettre aux citoyens, aux bénéficiaires d'entrer en possession de ce qui leur est réservé. Donc je crois que ça ne doit même pas être une inquiétude. C'est vrai. Pour l'instant, on ne nous a pas encore défini la méthode par laquelle tout ceci serait réalisé. Je crois que voilà,
dans la tête de chaque membre du gouvernement, il y a déjà une solution et que d'ici là, on va nous exposer la solution. Surtout que, comme l'a dit Abdelkader tout à l'heure, il y a 3 ministres qui vont faire leur sortie tout à l'heure pour expliquer le mécanisme. Je veux bien croire qu'au cours de cette séance-là, voilà, il y aura vraiment des informations pour accompagner la décision du gouvernement, pour éclairer un peu la décision du gouvernement prise hier au Conseil des ministres. Donc, je pense que il y aura des mesures il y aura des mesures qui seront prises pour éviter la propagation de la pandémie, toujours dans le cadre de ces mesures, de ces actions qui seront menées pour distribuer Parce que là, c'est important au regard de tout ceci, tout ce qui se passe et tout ceci. Il faut qu'on rappelle forcément les mesures sociales, parce qu'il y en a les mesures barrières, parce qu'il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, oui, le gouvernement a débloqué 114,12 milliards. On pense qu'on a fini avec la pandémie. Aujourd'hui, on a repris je parle des hôtels, des agences de voyage et autres, qui vont penser que c'est fini, c'est réglé, on a de l'argent, alors que la pandémie est encore là en communauté, qu'il faudra... Si on a pu le faire pour les élections, je pense qu'on le fera pour cette situation-là, ce quart-là de distribution aux bénéficiaires. Très bien. Alors, merci. Donc, 114,12 milliards de francs CFA qui sera donc mise à la disposition du peuple béninois, une offre de soulagement. Bien sûr, ce sont là des mesures d'atténuation des effets socio-économiques donc de cette pandémie qui a causé beaucoup de tort aux Béninois. Nous disons un grand merci donc au gouvernement. Nous allons aborder le second sujet. Vous le savez, les partis politiques. Aujourd'hui, on a senti que la grande question de la discipline au sein des partis politiques se pose avec acuité, à Ganaro. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on ne sent pas la nécessité de former les militants, tous les militants, en tout cas les plus actifs, au sein des partis politiques? Ne pensez-vous pas qu'il y a aujourd'hui cette nécessité de passer à cette phase de formation régulière? Tout à fait, nous évoluons vers ça. Nous évoluons vers ça parce que lorsque on dit qu'il faut désormais que le Bénin ait de grands ensembles politiques, de vrais partis politiques, des partis politiques qui ont une envergure nationale, qui jouent véritablement leur rôle d'animation de la vie politique, n'est-ce pas, pour contribuer au renforcement de la démocratie. Lorsqu'on dit tout ça, cela suppose que c'est des partis où les militants sont bien formés, où il y a une certaine discipline. Nous n'allons plus voir, comme par le passé, des clubs électoraux, des mouvements politiques qui ne sont là que pour les élections. C'est-à-dire qui n'exercent aucune activité, qui ne jouent pas leur rôle, mais qu'on voit seulement réapparaître à la veille des élections, pour s'agiter, pour tempêter, pour aller négocier, parce qu'ils attendent d'avoir des postes lorsque tel autre camp ou telle autre obédience aurait gagné les élections pour avoir des postes ministériels, pour avoir des opportunités, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça un parti politique. Donc la réforme du système partisan qui est en bonne marche maintenant, avec le gouvernement du président Talon, doit prendre en compte tout ça. Lorsque vous êtes un vrai parti politique et vous jouez votre rôle, ça suppose que les militants sont bien formés. C'est des militants imbus de l'idéologie du parti politique, n'est-ce pas? Et qui ne vont pas voter comme ils le veulent. C'est des responsables de parti, des membres de parti qui sont convaincus de leur cause, de la bataille qu'ils sont en train de faire. Il y a une discipline du groupe. Et lorsque des consignes sont données, ces consignes-là sont respectées. N'est-ce pas? Pour que le parti soit véritablement fort et pour que le parti puisse atteindre ses objectifs. On ne donne pas des consignes après les élections où des candidats, n'est-ce pas, jouent à l'hypocrisie. Très bien. Parce qu'ils veulent être positionnés. Et dès qu'ils sont positionnés et qu'ils sont élus, lors de l'élection, après l'installation des conseils communaux, alors là, ils changent de position, ils commencent par jouer au jeu politique. Et ces manœuvres politiciennes en viennent, n'est-ce pas, à compromettre les acquis du parti ou ce que le parti doit avoir.
nous avons assisté à ça. D'accord. Il faut comprendre que tout début est toujours difficile. Nous avons eu 3 partis politiques, n'est-ce pas? L'UP, le BR et les forces politiques pour le Bénin émergent. Je crois qu'avant l'installation de ces nouveaux conseils communaux-là, nous avons entendu dire qu'il y a eu des rencontres au niveau de chaque parti politique pour harmoniser tout cela, pour faire en sorte que l'élection des maires se fasse facilement, les adjoints, les chefs d'arrondissement, tout se passe bien. Mais néanmoins, vous avez constaté la pagaille qui a eu lieu au niveau de certaines communes, l'indiscipline qui a régné, qui a eu droit de citer, toutes choses qui ont fait que, bon, certains maires n'ont pas été élus. Très bien. Mais heureusement, avec un gouvernement sérieux comme le nôtre et avec les institutions qui ont su jouer leur rôle, je veux parler de l'Assemblée nationale, qui ont pris leurs responsabilités en main, je crois que l'ordre est revenu. Et je crois qu'avec ça, c'est déjà une leçon qu'il faut tirer. Beaucoup de maires aujourd'hui qui viennent d'être élus, beaucoup de conseillers communaux, beaucoup de chefs d'arrondissement, certainement ont pu tirer leçon de tout ce qui s'est passé. Et dans les jours à l'avenir, je crois qu'ils sauront que un vrai parti politique, c'est un parti où il y a la discipline, c'est un parti où les militants sont bien formés, c'est un parti qui fait preuve, dont les responsables font preuve d'ouverture et qui savent négocier, qui savent faire des concessions et qui savent respecter leur idéologie pour la bonne base de la démocratie. Très bien. Merci, M. Ganaro. Abdelkader Achirou, avant que les 117 maires ne soient installés sur toute l'étendue du territoire national, il y a eu des antécédents au sein des partis politiques, des mécontentements, des soulèvements, de petites actions. Est-ce qu'on peut parler de la discipline? Est-ce que c'est pas ça qui a suscité cette modification de la loi explicative du code électoral pour que désormais qu'il y ait de l'ordre et que désormais ces partis politiques reviennent à la formation de leurs militants en ce qui concerne pour qu'ils retiennent la notion de la discipline au sein des partis politiques? Vous savez, le spectacle désolant que nous avons observé dans certains conseils communaux avant la prise de responsabilité du Parlement à travers le vote d'une loi interprétative du code électoral, l'expression de ce que nous constatons nous amène et nous pousse, j'allais dire, à faire plusieurs constats. Le premier constat, c'est que toute rupture, tout changement est forcément douloureux parce que les principaux bénéficiaires par le passé ne sont pas très contents qu'ils soient beaucoup plus qu'ils perdent beaucoup plus leur hégémonie, leur emprise sur certaines personnes sur lesquelles par le passé ils épousaient un certain dictat. Également, l'autre constat qu'il faut faire observer également, c'est de voir que le système partisan qui a été réformé mérite d'être parfait encore dans les jours à venir. Et que, en troisième position, ça nous fait observer véritablement les réelles motivations des uns et des autres qui vous clament le soutien aux actions du gouvernement ou le soutien à telle autre classe de l'opposition. C'est dans les deux sens, hein, que ce soit ceux qui disent qu'ils soutiennent la mouvance et également ceux qui soutiennent l'opposition. C'est pour vous dire que nous notons dans la plupart de ces acteurs politiques de l'opportunisme. C'est-à-dire que on vient parce qu'on estime que dans sa circonscription électorale, dans sa commune, il n'y a que quand on sera avec telle formation politique qu'on pourra passer à un poste électif. Et donc, on s'acoquine avec cette formation politique, quitte à ce que, une fois arrivé à ce poste électif, lorsqu'il s'agit des concessions, des compromissions et des compromis pour l'obtention d'un privilège au sein du conseil communal, on décide de faire des mutations. On a constaté, par exemple, dans une commune, je ne vais pas faire de stigmatisation, mais ceux qui sont au conseil constateront, où nous avons un parti politique de l'opposition qui se retrouve avec 12 conseillers. Et de l'autre côté, les deux formations politiques de la mouvance qui ont participé se retrouvent avec 13 conseillers. Et donc, il y a un conseiller du côté de la mouvance qui dit, moi je vais du côté de l'opposition, si vous me donnez la mairie, et là je bascule. Vous voyez un peu que ça crée une antinomie, ça crée des problèmes de bienséance. C'est vrai qu'en politique, il n'y a pas d'éthique, mais ça nous pose un problème. Comment comprendre qu'un militant
d'une formation politique de la mouvance, une fois élu, décide de s'acoquiner avec les acteurs politiques de l'opposition parce qu'il est à la recherche d'un poste. C'est-à-dire que cela démontre aux populations que la plupart de ces acteurs politiques, ce qu'ils racontent, les discours qu'ils disent, ne sont pas véritablement en odeur de sécurité avec leur intime conviction, mais beaucoup plus pour les appâter. C'est-à-dire que les gens vont à l'assaut de l'électorat avec des discours mielleux, se positionnent sur les listes, non pas parce qu'ils croient aux idéaux du parti politique, non, mais parce qu'ils restent convaincus que avec cette formation politique, je pourrais gagner. Et donc, c'est là où vient le problème que vous posez. Le problème de formation des militants, le problème du retour au militantisme avéré, où les uns et les autres doivent comprendre que je ne suis pas dans une formation politique, je ne suis pas le seul dans une formation politique, et donc je peux nourrir des ambitions de diriger une mairie, mais le parti politique peut décider que pour la sauvegarde de mes intérêts, pour la bonne marche de cette confiance qu'ont donné les populations au parti politique, tel est plus indiqué que vous. Et ça, il faut l'accepter. L'accepter, c'est être véritablement démocratique. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne sont pas démocrates, qui n'acceptent pas, qui ne font pas de concessions. Dans une vie associative, l'essence de la vie associative, c'est de savoir faire des concessions, de dire, bon, je cède ceci, dans l'espérance qu'un jour aussi, quelqu'un d'autre acceptera céder quelque chose pour moi. Mais on constate, avec beaucoup de désolation, que nos acteurs politiques sont toujours sous l'emprise du mauvais esprit qui les a toujours animés au sein de la classe politique. Nous, on a des transhumants de part et d'autre. Vous allez voir même qu'à la veille de ces élections, on a constaté que des acteurs politiques quittaient le BR peut-être pour l'UP ou de l'UP pour le BR parce qu'ils sentaient un peu leur positionnement en souffrance au niveau de leur formation politique. Et donc, on veut aller de l'autre côté pour dire qu'on veut poser. Et je crois que ces élections communales ont permis aux uns et aux autres leaders politiques de constater que la plupart de ceux qui se prétendent être de grosses cylindrées politiques ne valent véritablement plus rien parce que les populations sont assoiffées de neuf, sont assoiffées de sang jeune, sont assoiffées de voir des personnes beaucoup plus dynamiques et non des personnes qui sont là à stagner dans une vision de développement alors que le développement est beaucoup plus dynamique, des personnes qui sont là avec le même discours comme quoi nous soutenons le chef de l'État, nous faisons ci, nous faisons ça, ou bien nous sommes comme le chef de l'État, ce qui fait n'est pas bien, sans quand même des propositions concrètes, sans une proposition d'une alternative beaucoup plus radieuse. Et donc, je crois que les formations politiques ont encore beaucoup de travail à faire. Celles qui sont conformées à la nouvelle charte des partis politiques doivent se réunir à nouveau pour un grand dialogue, pour échanger un peu sur les modifications encore possibles qu'on peut apporter à cette réforme du système partisan pour la parfaire. Et je tiens à dire d'entrée de jeu à ceux qui critiquent cette législation pour faire observer que nulle part au monde sur cette terre, il n'y a pas de législation qui sont conçues et qui ne sont pas dynamiques, qu'on ne touche pas à chaque moment pour effectuer des réajustements. Ces pays que nous aimons prendre comme exemple effectuent des réajustements, des réaménagements à chaque moment lorsque les contextes évoluent. Vous savez, la sociologie du Béninois, il y a quelques années, pour une élection à une autre, change. Vous allez voir que le Béninois qui a voté pour tel parti politique au cours de l'élection massivement arrive à voter sanction pour le même parti lors d'une autre élection. C'est pour vous dire que les choses sont dynamiques. Et donc, en fonction de cela également, autant le terrain politique est dynamique, autant aussi les acteurs politiques, aussi la classe politique change. Parce que nous avons noté un grand renouvellement aussi au niveau de la classe politique, où des gens qui se croyaient intouchables, des gens qui pensaient qu'ils avaient la paternité d'un espace politique et dans une certaine région, ont perdu cette hégémonie. Et donc, ça a permis un renouveau. Ça a permis à d'autres personnes de s'éclore. Ça a permis à d'autres acteurs politiques de se faire voir et de prouver ce qu'eux aussi disaient par le passé, comme quoi, non, ce qu'ils faisaient, c'est pas bien, ils sont des anciens, il faut qu'ils quittent pour que nous aussi on vienne exercer. Donc, ça met chacun à l'épreuve. Et donc, il est très, très important que les acteurs politiques n'attendent pas la veille de la présidentielle, n'attendent pas la veille des prochaines élections communales pour aller courir de façon expéditive, concevoir encore une législation, mais qui puissent réfléchir dès maintenant, évaluer tous les contextes, toutes les acrobaties, j'allais dire, possibles pour pondre une loi encore beaucoup plus parfaite. Parce que le véritable problème du législateur béninois, c'est que pour la plupart du temps, nous avons des lois qui sont conçues sur la base d'un problème du moment.
Très bien. Sur la base d'un problème du moment, alors que aujourd'hui maintenant, tel qu'elle imprime la vie du chef de l'État, il faut beaucoup plus agir pour l'avenir, pour la postérité. Merci Abdelkader. Hospice Yavime Routon. Donc il y a nécessité aujourd'hui au regard de tout ce qui s'est passé au lendemain des élections, de toutes les actions qui sont menées aujourd'hui, il y a du travail pour les partis politiques. Il y a nécessité de reformer, de former les leurs, de les reformer, de les recentrer, de les recadrer par rapport d'abord à la lourde charge qui est bien sûr la leur en ce qui concerne le militantisme et aux nouvelles charges qui leur sont désormais confiées. Hospice. Oui, il y a nécessité de former, et je pense que ces partis politiques en sont conscients, parce que lorsque vous voyez aujourd'hui la structuration des différents partis politiques, surtout les blocs, il y a des écoles de formation politique, je crois. Politique, il y a même des responsables qui sont choisis pour cela. C'est vrai, vous savez, la réforme du système partisan vient de voir le jour. Donc, on ne peut pas s'attendre à déjà... à des miracles. Voilà, des miracles, non. Ça va prendre avec le temps. Parce que aujourd'hui, les acteurs politiques qui se sont retrouvés pour former, pour adhérer, pour dire oui à cette réforme-là, ont des habitudes qui ne peuvent pas perdre du jour au lendemain. Et les scènes qui se sont passées avec l'installation des conseils communaux, moi, ne m'ont pas gêné. C'était prévisible par endroit. Parce que c'est quoi? On dit chasser le quotidien, l'habitude revient toujours au galop. Donc, certains acteurs politiques, même dans criant la paternité à la mouvance, n'ont pas encore cerné, n'ont pas encore cerné le bien fondé de cette réforme-là. Donc, ils attendent toujours être toujours les maîtres de leur fief. Ils veulent toujours avoir le pouvoir. Les seuls à décider, ou à faire de leur volonté, pourvu qu'on ait les moyens, c'est cela. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on assiste à des difficultés. Ce n'est pas grave. Ce qui est mal ce qui serait mal serait peut-être que ces difficultés-là perdues dans le temps. Je pense que d'ici 3, 5, 4 ans, on fera l'expérience, on fera le bilan de cette réforme-là. On verra que voilà, cette classe politique ancienne peut-être serait en train de disparaître. D'où l'importance donc de l'école de formation pour permettre à une nouvelle classe politique de jeunes d'émerger dans aussi des partis politiques. Voilà. Et ces jeunes-là seront déjà imbibés donc des principes de cette réforme-là, des valeurs que défendent les différents partis politiques, de la vraie philosophie des différents partis politiques. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, on dit je suis BR, je suis UP. Mais quelle est la philosophie? Sur quelle philosophie se base le BR? Quelle est l'identité philosophique donc de l'UP? Beaucoup de militants ne le sont pas encore. Et je pense que aujourd'hui, quelles sont les aptitudes qu'il faut les responsables de ces partis politiques ont des défis à relever dans l'urgence, c'est-à-dire que aller aux élections, gagne d'abord les élections. Donc on aura peut-être d'ici 2021, lorsqu'on finira avec les élections présidentielles, ils auront au moins 3 ou bien 6 ans pour former maintenant leurs militants et les faire l'adhésion totale au niveau de la philosophie. Donc, vous voyez, ça va se faire de façon crescendo, ça va se faire de façon chronologique. Donc, aujourd'hui, l'urgence pour ces responsables de partis politiques n'est pas forcément la formation d'abord, c'est vrai, on le fait, mais ce n'est pas la priorité. La priorité serait d'ici 2023-2026 la formation. Mais pour l'instant, c'est gagner les élections, avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui est fait pour l'UP par exemple, avoir aussi la majorité des communes, ce qui est aussi fait pour l'UP. Donc j'attends bien 2026, voici, voilà, on aura toujours ces scènes-là, un peu indignes de... Et vous profitez pour faire dire votre mot de fin en même temps, parce que nous sommes... Non, c'est pour remercier une fois encore le chef de l'État pour son acte posé, tout le gouvernement également pour l'acte posé hier au Conseil des ministres par rapport aux mesures prises pour alléger un peu la tâche aux entreprises, aux industries de voyage, tout ça. On avait dit ici que voilà, ces chefs d'entreprise de voyage ont augmenté les frais de transport, de voyage et je pense qu'avec cet apport du gouvernement, ils vont revenir maintenant un peu à
à une limite un peu plus acceptable pour le voyageur. Et également, le gouvernement peut maintenant demander des faveurs de leur part pour pouvoir alléger un peu la tâche aux voyageurs. Et aussi aux partis politiques, je crois que pour la réforme du système partisan, les deux blocs qui sont là, on a vu 3 partis politiques. Ces 3 partis politiques ont tous en leur sein des écoles de formation. Et c'est vrai, des cadres pour former. C'est vrai, aujourd'hui c'est difficile pour eux d'avoir le résultat, mais j'ai foi que d'ici 5 ans, on pourra dire voilà, on est fiers d'avoir cette réforme-là. Très bien. Abdelkader Achirou, votre mot de fin? Je dirais pour finir que nous ne pouvons que inviter nos acteurs politiques, puisque nous sommes dans ce sujet-là, inviter nos acteurs politiques à beaucoup plus de responsabilité et beaucoup plus de patriotisme, parce que nous avons comme l'impression que tous les combats qui sont faits, tous les complots qui sont faits ne sont que pour des intérêts personnels, pour des intérêts individuels. Et donc, généralement, ils ne sont pas dans la dynamique de vouloir véritablement servir. Vous savez, quand on aspire à certains postes, c'est pour servir la communauté. C'est pour aller prouver à sa communauté que je suis en mesure de me battre, de me sacrifier pour vous. Et non pour aller se remplir les poches, pour aller profiter des privilèges du poste et peut-être en s'en servir pour ses affaires personnelles. Je dirais également que c'est l'occasion aussi pour les maires installés de savoir que qu'on soit acteur de l'opposition ou encore de la mouvance, les communes constituent des démembrements décentralisés de l'État et donc il n'y aura pas autre vision, il n'y aura pas autre dynamique décentralisée que celle imprimée par le gouvernement. Je dis bien qu'on s'appelle maire FCBE, qu'on s'appelle maire UP ou maire BR, nous sommes en obligation d'être dans la philosophie du PAG. Et cela ne fait pas que nous sommes dans les accointances incestueuses. Allez négocier auprès du chef de l'État, Patrice Talon, allez négocier auprès des membres du gouvernement des projets pour le profit de cette population ne veut pas dire qu'on est dans des accointances incestueuses, qu'on veut dire migrer d'un côté à l'autre, parce que être de camps opposés en politique ne veut pas dire qu'on est des camps ennemis. On est beaucoup plus dans l'adversité. Et vous allez constater même que sur le terrain de football, puisque nous aimons tous sur le football, même les équipes adverses, après un match, finissent par s'embrasser, finissent par sourire. Et donc, qu'on soit maire FCB ou maire ou quoi, il faut forcément aller négocier, batailler, ne pas rester enfermé dans un enclos et dire que non, parce que je suis tel, je ne veux pas, eh bien, si j'irai, ils ne me diront pas. Non, je crois que le gouvernement est là pour tout le monde, le chef de l'État est là pour tout le monde, les ministres sont nommés pour toute la population du Bénin, toutes tendances confondues. Merci à vous, Abdelkader Kader, journaliste à Esaü TV. Monsieur Ganaro, votre mot de fin très rapidement. Oui, très rapidement, nous ne pouvons que dire que, comme on le dit souvent, le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien. Vous voyez comment le président Talon et son gouvernement sont en train de répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des populations, méthodiquement, sans agitation, sans faire de bruit. La gestion de cette situation liée à la pandémie du coronavirus, c'est une bonne gestion. Le gouvernement a pris la mesure de la situation, n'est-ce pas, a fait l'option d'un confinement partiel, ça a marché, et voilà le même gouvernement qui vient de marquer encore un grand coup, n'est-ce pas, en répondant aux problèmes des populations qui ont eu des difficultés pendant cette période difficile-là. Merci. De l'autre côté, nous dirons que, écoutez, ça, la responsabilité incombe à nous tous. Ça, je le dis à l'endroit des partis politiques. Ceux-là qui sont gagnants des élections. Nous avons dépassé 30 secondes. Attention, donc, la responsabilité incombe à nous tous. Le gouvernement vient de jouer sa partition. Il faut que les maires qui viennent d'être installés, leurs partis politiques, se disent qu'ils auront aussi à jouer leur partition. Et que les élections sont terminées. Que les élections sont terminées. Merci à vous, chers invités. En Suisse, Yavi Mirouton, je rappelle, linguiste, journaliste. Eloge Ganaro, journaliste également, directeur de publication du Grand Matin. Et Abdelkader Achirou, journaliste à Esaü TV. Merci d'être venu.